Alors bonjour chers étudiants, on va voir aujourd'hui Freud, le penseur Freud, fondateur de la psychologie, grand penseur qui a fondé la psychanalyse d'une certaine façon. Avec Freud, on va voir que Freud nous a amené beaucoup de connaissances sur l'être humain. Par exemple, il a bien montré en quoi l'homme est un être de pulsions, qu'il est constitué de pulsions contradictoires, donc c'est un être ambivalent, et qui a plusieurs divisions à l'intérieur de lui. Okay? Il est le fondateur de la psychanalyse, qui est devenue aujourd'hui la psychodynamique. Soit dit en passant, dans votre manuel, il y a une fausseté. Il est dit à un moment donné que la psychanalyse avait renoncé au statut de science, etc., à partir de Popper, etc. Ça, c'est faux. Là. Ça a circulé, par exemple, chez nos collègues anglais et anglophones, mais la seule chose qui s'est passée avec la psychanalyse, c'est qu'elle a changé de nom essentiellement. Elle est devenue psychodynamique. Si vous pouvez étudier de la psychodynamique à l'Université de Montréal, par exemple, faire un doctorat là-dedans. Puis aussi à l'UQAM, entre autres au Québec, mais ça s'enseigne de la psychodynamique. C'est une grande école de la psychologie. Là. Donc, en tout cas, juste pour vous dire que ça, c'était un peu erroné, mais il nous a légué tout un grand pan de la psychologie là, où on examine justement, à partir de ces topics, vous avez vu ces topics, là, ça, moi, sur moi, inconscient, préconscient et conscient, on essaie de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous, d'un point de vue de dynamique. C'est quoi les jeux de force qui interviennent? Puis en faisant intervenir aussi des énergies liées à des représentations. Donc, c'est très intéressant là, comme approche en psychologie. Il est Freud aussi, celui qui a un peu démontré, si on peut dire, l'inconscient, mis au grand jour tous les phénomènes inconscients qui interviennent pour expliquer l'humain. Puis il a légué aussi vraiment une compréhension du développement psychosexuel. Au niveau de la philosophie, Freud a aussi tout un pan de sa pensée qui est comme l'application de la psychanalyse, qui est extrêmement intéressant, extrêmement fertile, qui peut être appliqué à toutes sortes de situations. Freud, par exemple, avait réussi à prédire la Première Guerre mondiale. C'est quand même un des seuls, je veux dire, qui avait réussi à prédire ça, en appliquant sa théorie, dans le fond, dans une sorte d'interprétation psychanalytique de la situation de son époque, n'est-ce pas? Donc, c'est assez intéressant. Puis aujourd'hui, si quelqu'un voulait faire, par exemple, une interprétation freudienne des complotistes, je vous dis quoi, il pourrait faire quelque chose d'assez intéressant. Hein? Problème avec l'autorité du père. Parce que pour Freud, il faut savoir que le rapport amour-haine qu'on a eu avec nos parents, il tend à se reproduire dans la vie. C'est-à-dire que de façon inconsciente, etc. Puis, il peut se répéter. Le complexe d'Oedipe est un complexe central. La relation avec nos parents, l'enfance, ça nous détermine. Donc, Freud nous a appris un peu que la liberté est un projet, si on peut dire, qu'elle n'était pas donnée parce qu'on avait des dimensions psychiques importantes. On va voir un peu sa théorie, là, contexte historique, je ne veux pas parler de ça trop longtemps, mais quand même, c'est une époque où il y a le positivisme, la science, qui est très importante en Allemagne, mais il y a aussi, on pourrait dire, le romantisme, qui est une théorie qui parle beaucoup de l'exaltation, hein, on pourrait dire, de la nature en soi, etc. Donc les pulsions participent aussi de ce mouvement-là, la compréhension de l'homme comme un être de pulsion. Mais aussi, c'est une époque où la science, le positivisme, c'est la science. Là. La croyance de la science est extrêmement importante, voire même naïve parfois, un peu. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, la science, étant donné qu'elle a amené la révolution industrielle, toutes les découvertes, on essaie de faire de la science, puis la science humaine est quand même naissante. Il y a bien sûr toute la force du mouvement nazi qui prend de l'ampleur en Allemagne. Vous ne pouvez pas savoir que ça s'est préparé, ça. Hein? D'ailleurs, Freud a dû fuir. Hein, il a dû fuir parce qu'il est juif, alors qu'il ne croit pas du tout en Dieu, Freud, là, mais il est né juif. Là, fait que, bon.
quoi qu'il en soit, Freud n'était pas religieux, même s'il était juif. Hein, et il était même un grand critique des religions en général. Là. Il écrit par exemple un livre qui s'appelle L'avenir d'une illusion. Ça vous donne une idée que bon. Maintenant, c'est l'époque aussi de la grande répression de la sexualité, justement à cause de la religion chrétienne. Et cette répression-là a des effets très pervers, n'est-ce pas, sur l'identité. Donc, Freud, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes d'hystérie ou de névrose. Là. À cette époque-là, la névrose, c'est assez répandu, si on peut dire. Euh, Tandis qu'aujourd'hui, bon, c'est rendu quoi, la dépression? Là, c'est l'anxiété, je pense, qui est en train de supplanter la dépression. Mais les problèmes de santé mentale s'expliquent en grande partie par des conditions culturelles, n'est-ce pas? Ce qu'a découvert Freud, d'ailleurs, aussi. Donc, cette grande répression-là amène un climat de violence, par exemple. Okay? Et ça va mener aux guerres mondiales, n'est-ce pas? Des guerres mondiales qui s'expliquent, entre autres, de façon psychanalytique, ces guerres-là. Je vous ai dit que Freud avait été capable de prévoir que les conditions de la guerre. Et lui, il voit les conditions de la guerre dans des causes liées à la sexualité, au développement psychosexuel. C'est-à-dire au fait que, par exemple, dans une société, il y a une trop grande répression sexuelle. Donc, la pulsion elle-même d'agressivité va avoir tendance à exploser. Il faut comprendre, pour comprendre Freud, c'est quoi les pulsions. J'en parle depuis tout à l'heure, mais là, on va aller un petit peu pour bien comprendre sa théorie. Premièrement, on est des êtres de pulsion. Donc, à l'origine, nous ne sommes que pulsions. Qu'est-ce que la pulsion? Ça vient de l'animalité, ça l'émerge du corps. Okay? Puis c'est ça qui assure un certain lien entre le corps et le psychisme, là, la vie psychique, c'est-à-dire c'est un peu la vie à l'intérieur de nous, la pulsion. C'est instinctif, puis ça a une certaine forme d'affect. Hein? On ressent la pulsion. C'est souvent lié à des sentiments. Ça peut être lié à des émotions très fortes même. OK? Puis c'est lié à une représentation, souvent quand ça se présente à la conscience. Par exemple, un désir sexuel peut être lié à un objet qu'on considère désirable ou un être, un objet de désir en psychanalyse, ça peut être une femme, un homme, etc. Là. Okay? La pulsion est la cause ultime des activités, c'est-à-dire qu'on veut survivre, donc on veut, mettons, pour manger, il faut qu'on ait une certaine poussée instinctive qui nous pousse à aller chercher de la nourriture, là. Et dans le fond, la pulsion, elle vise la satisfaction. Donc, c'est un peu la base animale. C'est un descendant de Darwin. Hein? On est à la base des animaux. Mais ça va aller beaucoup plus loin là, dans l'explication de c'est quoi l'homme par rapport à l'animal. Tout ça, c'est beaucoup plus intéressant pour comprendre l'homme que Darwin, même si c'est dans la continuité de sa pensée. Il y en a deux. Première des choses importantes pour comprendre l'homme, c'est que dès l'origine, l'être humain, et comme la plupart des espèces animales, il est doué de deux pulsions ambivalentes. Et ça, toute notre vie, on doit être en mesure d'apprendre à gérer ces pulsions ambivalentes-là. Et quand on va parler de la liberté, chez Freud, vous avez une question sur la liberté, une des premières conditions de la liberté, c'est d'apprendre à gérer sainement sa réalité pulsionnelle, qui est une réalité ambivalente. Pourquoi c'est ambivalent? C'est parce qu'on est des êtres qui aimons et qui détestons en même temps. Donc, on a une ambivalence à l'intérieur de nous. On est à la fois mu par l'amour, Eros, et par la haine. Et c'est quoi l'ambivalence? C'est que ces deux pulsions-là peuvent porter sur le même objet. Par exemple, les parents. Vos parents, c'est pas juste un exemple au hasard, parce que c'est là que commence un peu le développement psychosexuel. Le développement psychosexuel, il se fait en relation avec les parents, disons. À l'origine, dans l'enfance, les parents, ils vont très très jeunes être à la fois aimés et on va avoir aussi des pulsions agressives à l'envers des parents. Mais ces rapports-là d'agression, d'amour peuvent se répercuter dans la vie entière d'un individu si jamais, par exemple, le complexe d'Oedipe n'est pas bien réglé. Mais à l'origine, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est ambivalent. Puis même dans un couple, par exemple, on reste des êtres ambivalents. C'est-à-dire qu'on peut désirer la personne, mais en même temps, des fois, avoir le goût de la détruire ou avoir le goût d'expier une sorte de violence sur elle. Et comprendre ça, c'est déjà comprendre à se maîtriser. Parce que Freud, il y a quand même un idéal chez lui de maîtrise de soi, de domination de soi, de reprendre que la liberté, dans le fond, se conquiert comme un privilège quasiment sur la réalité psychique inconsciente. Puis ça commence comment? Ça commence en acceptant la réalité pulsionnelle. Mais l'être humain,
s'il était juste pulsion, il serait comme un autre animal. Mais il y aurait eu, n'est-ce pas, un passage quelque part. Et là, il veut compléter Darwin. Okay? Ça, il entend compléter Darwin là, en parlant un peu, en reprenant les théories de l'évolution de Darwin, là, mais en essayant d'expliquer c'est quoi qui a créé le passage de l'humain, par exemple du primate à l'humain lui-même, donc comme tel, de l'animal à l'humain. Et il va développer dans un livre absolument génial qui s'appelle Totem et Tabou, qui a gagné d'ailleurs plusieurs prix de littérature à l'époque. Un livre qui a perdu disons, en popularité, mais qui est un chef-d'œuvre absolu de Freud, où il va essayer d'expliquer à sa façon comment l'humanité apparaît-elle. Et évidemment, là, il sort peut-être un peu de la science, parce que ça devient un peu de l'interprétation, évidemment, et c'est l'aspect plus philosophique, peut-être, de Freud, où il veut répondre à une question fondamentale, qui est qu'est-ce que l'origine de l'humanité. Mais quand même, son originalité, c'est qu'il va aller chercher des connaissances scientifiques. Pour essayer de répondre à ça, il va s'intéresser beaucoup à l'anthropologie, Freud. Et il va essayer d'expliquer la naissance de l'humanité à travers un mythe, une nouvelle mythologie, hein, c'est-à-dire c'est ça, comme d'où vient l'humain, à travers sa théorie des pulsions. Et il faut comprendre un peu ça pour comprendre la nature de l'homme chez Freud. Il n'en parle pas comme tel dans votre manuel, mais c'est très important. À l'origine, les êtres humains étaient des primates. Donc, on est des singes, ou on dit qu'on est des singes parce qu'on est un type de primate, mais quand même, bon. Et là, qu'est-ce qui se serait passé pour qu'on devienne des êtres humains? Freud croit que nous vivions en clan. Donc, on vivait comme en tribu, un peu, on pourrait dire ça, là, dans des clans qui étaient un peu comme des familles. Et on était dans l'état de nature à cette époque-là, mais c'était l'homme, le mâle dominant, un peu comme chez certains primates, là, certains autres primates, qui dominait et qui pouvait satisfaire ses pulsions. Ses pulsions, entre autres, sexuelles avec les femmes du clan, ainsi que ses pulsions, mettons, de manger, c'est le premier qui mangeait, etc. Un peu comme on voit chez les lions, en tout cas. Chez beaucoup d'autres, d'ailleurs, animaux. Sauf que là, les êtres humains, ils sont quand même intelligents. Et là, les frères, ils ont une insatisfaction. Et comment ça fonctionne? C'est qu'ils sont en compétition, normalement, pour prendre la place, dans le fond, du père. Hein? Parce que c'est un peu leur père, ça. Puis là, ben, à un moment donné, ils vont se retrouver dans le bois, croit Freud, et ils vont avoir des relations entre eux. Ils vont développer un amour entre eux, même sexuel. Là. Et ils vont commencer à faire un complot, parce que ce qu'ils voudraient, c'est dans le fond les femelles, n'est-ce pas, pouvoir avoir des relations sexuelles avec des femelles. Et ils vont faire un complot, ils vont tuer le père. C'est le meurtre originel. Ça a tellement, il y a tellement eu de développement, cette théorie-là du meurtre du père, qui se retrouve dans à peu près toutes les mythologies, selon Freud. Ils vont tuer le père, et là, ils l'aimaient leur père. Fait que déjà, c'est quelque chose qui va les faire sentir un peu mal. Et pour honorer le père, il l'aurait mangé. Il aurait fait un rite cannibale pour absorber son pouvoir. Et à travers cette espèce de rite funèbre cannibaliste-là, ils auraient intégré les interdits du père. Parce que là, il faut comprendre que les frères, ils sont pas fous. Ils ont réalisé quelque chose. Ils ont réalisé que les choses ne pouvaient plus être comme avant. Parce que là, si les choses restent comme avant, qu'est-ce qui va arriver, vous pensez? Il y a un mâle dominant qui va finir par prendre la place puis dominer dans le clan. Et si le mâle dominant domine dans le clan, ben, qu'est-ce qui se passe après? Ben, les frères, ils peuvent se mettre ensemble puis le tuer lui aussi. Donc, il faut que ça change. Ils ne savent pas quoi faire, mais en mangeant le père, ils absorberaient un peu ses lois, ses interdits. Ils vont comme intégrer l'autorité du père. Et ils vont, à partir de là, devenir plus autonomes, si on peut dire. Ils vont devoir gérer eux-mêmes leurs pulsions par eux-mêmes, sans que ça soit comme telle la loi de la nature ou la loi du plus fort. Donc, c'est un peu la naissance de la moralité, si on peut dire. Et la naissance de l'homme, ben, ça va être la naissance comme telle d'un être, au fond, qui s'interdit l'inceste, parce qu'ils ne vont pas avoir des relations avec les femmes du clan comme telles. Ils vont aller, disons, rendre les autres primates,
disons, humain. Il va y avoir une genre de contamination comme ça là, de l'homme, là, de l'animal, du passage de l'homme, en faisant des meurtres du père. Et ils vont aller chercher les femelles des autres clans, etc. Bon. Inceste, plus de meurtre envers quelqu'un du clan et pas de cannibalisme pour ne pas reproduire comme tel la scène. Et ça, ça, c'est toute la civilisation qui suivrait, pour Freud, serait là pour essayer de, au fond, civiliser l'homme. Ça serait civiliser ses pulsions, là. Okay? Ça serait l'exercice d'une répression sur la réalité pulsionnelle. Et Freud va même dire que ce mythe se répète dans la vie de chacun de nous. Et ça va être le complexe d'Oedipe. C'est-à-dire qu'il va chacun falloir avoir des renoncements, faire des refoulements, etc. On va tout avoir le même, dans le fond, développement psychosexuel. Soit dit en passant, Freud dit que même la civilisation répète ce mythe. Et il va dire qu'on trouve des traces de ce mythe-là, originel, dans toutes les religions, dont le christianisme. Et là, je veux juste faire une petite parenthèse pour voir dans le christianisme. Dans le christianisme, on retrouve des éléments de tout ça. Premièrement, Jésus, officiellement, son père, c'est Dieu. Okay? Mais lui et son père ne font qu'un. Donc, Marie, c'est à la fois sa mère, n'est-ce pas? Mais il y a eu une relation de Dieu avec Marie, à travers un ange, là, mais quand même, ou à travers Dieu lui-même. Mais enfin, quoi qu'il en soit, il y a déjà quelque chose, là, il n'est pas issu de la même souche, disons. Et Jésus, c'est comme le Père, on l'appelle le Père. Le Père. Et qu'est-ce qu'on fait avec le Père? Bien, on le tue. On le tue, c'est le meurtre du Père, quoi. On rentre dans une église, on voit le Père mort, le Père. Et qu'est-ce qu'on fait avec lui après? Dans le rite central, bien, on le mange, en intégrant ses interdits. Donc, ça serait comme une façon de revivre ce mythe fondamental-là pour faire une œuvre de répression des pulsions, parce que on nous demande dans la religion chrétienne, ce serait de réprimer nos pulsions, nos pulsions destructrices puis nos pulsions sexuelles. Déjà, c'est assez particulier, cette idée-là. Quoi qu'il en soit de ce mythe, qui est très intéressant et qui nous montre l'humain, comment il naît, qu'est-ce que l'humain, une fois qu'il est constitué en tant qu'être humain, on peut le comprendre à travers deux topics, sa psyché. Moi, je vais voir la deuxième avant la première, okay? Parce que je trouve qu'elle est plus importante ou elle est plus intéressante que la première. C'est celle qui divise l'âme humaine en trois instances, le ça, le moi et le surmoi. C'est des choses assez connues. On en parle très bien dans votre manuel dès que je vais passer vite là-dessus, mais quand même, chaque être humain, à l'origine, est un être de pulsion. Donc, à l'origine, nous sommes un ça. C'est un réservoir de pulsions innées. Puis, il y a certains souvenirs, des complexes, comme le complexe d'Oedipe, le complexe de castration, etc. Il y en a plusieurs complexes qu'on peut avoir qui vont se situer dans le ça, okay? Qui est largement inconscient. Soit dit en passant, si on lit les deux topics. Là. Deuxième instance, le moi. Le moi, lui, c'est un petit peu l'aspect un peu plus volontaire de l'individu et il va naître quand même un peu plus tard que le ça, n'est-ce pas? Il va servir d'intermédiaire entre la réalité comme telle et le ça. Okay? Donc, c'est pas entre le moi. Le moi, entre la réalité et le ça. Ça, c'est une erreur. Le moi, il cherche le plaisir, donc il sert le ça, parce que le ça, il veut le plaisir, puis il veut éviter la douleur. Puis c'est ça qu'il cherche, le ça. Il obéit au principe du plaisir, le ça. Mais le moi, dans le moi, il va avoir un principe qui va apparaître, et c'est le principe réalité. Donc, il y a des gens déjà là, dans leur développement psychosexuel, disons qu'ils obéissent pas mal plus au principe de plaisir qu'au principe réalité. Okay? Et quand on rentre dans des états comme des états psychotiques, par exemple, le principe réalité, c'est presque évanoui complètement. Les gens en psychose, ils ont perdu le sens de la réalité de façon incroyable. Le moi, il est en charge des mouvements volontaires, de la mémoire. S'il y a quelque chose de trop contraignant dans l'inconscient, il peut fuir, par exemple. C'est lui qui décide. Donc, c'est vraiment l'aspect de la volonté, comme tel, de la personnalité. Ou en tout cas, des comportements réels et concrets.
Le surmoi, lui, il dérive de l'intégration. Quand on parle du cannibalisme, on absorbe des interdits. Ben, il y aurait comme une absorption dans l'âme de certaines normes, de certains interdits, puis ça crée le surmoi. Le surmoi est très important, soit dit en passant. On pourrait dire qu'il va prolonger l'influence de la société et en particulier l'influence des parents à l'intérieur de l'âme, mais il est largement inconscient. C'est comme l'intégration d'un paquet de normes morales, d'idéaux, etc., qu'on va avoir intégrés, puis dont on n'est pas toujours conscient non plus, là, parce qu'on a vu des modèles, notre psychisme, il s'est formé de façon inconsciente, là, hein? Quand on était jeune, on n'avait pas un moi fort, on n'était pas capable d'être conscient de ce qui se passait. Faut être clair avec ça. Le surmoi, c'est lui qui va, par exemple, faire les refoulements. On va voir c'est quoi des refoulements tout à l'heure. Ou qui va aussi, on pourrait dire, parfois, faire en sorte qu'on ne satisfait pas une certaine tendance pulsionnelle. Ce qui est intéressant, c'est que il y a une certaine partie dans chacune de ces topics-là qui est conscient, mais c'est minime. Ce qui est conscient, c'est ce qu'on a réussi à amener à la conscience. Et donc, il y a un travail à faire pour devenir conscient. Et là, quand on parle de liberté, ben Freud y apporte quelque chose d'essentiel. C'est que si tu veux être vraiment libre, il faut que tu travailles le rapport que tu as avec toi-même, de façon à faire gagner du terrain à ta conscience. Parce que tes déterministes psychiques, ils sont inconscients en grande partie, là. Tu as par exemple chaque personne a des façons de se défendre, là, ou de défendre. On a toutes sortes de mécanismes qui nous déterminent, là. Donc, savoir ça, c'est dire, ben, je vais essayer d'en être conscient pour les désarticuler, comme défaire des nœuds. Il faut être capable de défaire des nœuds. Et ça, c'est la conscience. La conscience, elle devient consciente lorsqu'elle est conforme à la réalité. Puis lorsqu'on peut communiquer, par exemple, un contenu psychique, on peut en parler, c'est clair, c'est logique, c'est conforme à la réalité. Okay? Mais ça, c'est pas tout ce qui se passe en nous. Il y a aussi de l'inconscient. Beaucoup d'inconscient. Freud donne beaucoup plus, il va dire qu'il y a beaucoup plus de phénomènes psychiques inconscients que de phénomènes psychiques conscients. Okay? Parmi les éléments qui peuvent être inconscients, il y a des pulsions dont on n'est même pas conscient. On a le goût de détruire, mais oh non, on ne sera pas conscient de tout ça. Il y a des motivations. Parfois, nos motivations, dans le fond, encore, c'est un penseur du soupçon, là, Freud. Là, quelqu'un parle, il y a peut-être une motivation qui n'est pas celle qui transparaît dans le discours. Là. Avec la psychanalyse, on voit beaucoup de discours de gens comme des symptômes de quelque chose. Hein? Et ça nous permet de comprendre que on ne doit pas, pour comprendre quelqu'un, comprendre uniquement ce qu'il dit. Okay? Parce qu'il y a toute une dimension inconsciente qui peut venir expliquer ce qu'il fait, ce qu'il dit, son rapport à l'autorité, son rapport aux autres, etc. Comment il gère l'amour et la haine. En tout cas, il peut y avoir des souvenirs qui sont inconscients, soit trop douloureux en particulier, ou trop loin dans l'histoire, ou des souvenirs où on a fait des grands refoulements parce qu'à cette époque-là de l'enfance, on ne pouvait pas voir cette chose-là. Donc, on ne s'en souvient pas. Ce qui a été refoulé est inconscient. Tous les complexes, c'est comme, on pourrait dire, un ensemble de représentations qui bouillent d'énergie qui est en nous et qui est lié. On a fait des liaisons avec le temps et l'histoire, puis ça vient nous déterminer. Et le surmoi est largement inconscient. Et donc, ça veut dire quoi? Si on veut devenir libre, qu'est-ce qu'on doit amener à la conscience le plus possible? Nos pulsions, nos motivations, nos souvenirs un peu qui... Il faut faire un travail, là. Ce qu'on a refoulé, qu'est-ce qu'on vit présentement. Il y a des gens, ils travaillent tellement pas en rapport avec eux qu'ils ne savent pas du tout ce qu'ils sont en train de vivre, là. Leur vie, c'est comme un rêve. Tu sais, dans le rêve, on ne sait pas comment faire. On ne sait pas souvent qu'est-ce que ça signifie, le rêve. Okay? Et l'inconscient, ce qui est intéressant, c'est qu'il est déterminant. C'est ça le déterminisme. On est déterminé par des mécanismes qui nous échappent. Par des jeux de force impliquant des transferts d'énergie, des pulsions. Et donc, devenir conscient de tout ça en soi, de l'héritage de notre passé, ben ça peut nous faire prendre le contrôle, par exemple, de nos actions, de nos réactions, puis de comment
on reçoit les choses, comment on est affecté par les choses, si on est angoissé, si on est bon. Mais c'est souvent des éléments inconscients qui vont expliquer nos actions, nos réactions, nos affections. Donc, dans ce cas-là, on n'est plus libre. Mais on peut le devenir. Mais on ne l'est pas à l'origine. Donc, il y a un travail à faire. Et c'est ça, c'est important. Et il est involontaire. Il échappe à la volonté, l'inconscient. Donc, si on veut être libre, il faut donner du pouvoir à notre volonté. N'est-ce pas? Bon, chez Freud, l'inconscient va servir à expliquer des troubles de la personnalité, etc. Bon. Puis, il peut se manifester, comme vous l'avez vu, là, en lapsus, en oubli, en compulsion répétitive, dans les rêves. Écrivez 50 rêves, vous allez voir qu'il se passe des choses en vous là, qui sont difficiles à déchiffrer, n'est-ce pas? Et qui peuvent complètement vous dominer. C'est ce qui est incroyable. La fragilité du psychisme, il faut se rendre compte de ça pour comprendre l'être humain. Hein? Les refoulements et les complexes. Qu'est-ce qui fait notre fragilité psychique? C'est les refoulements et les complexes. Le refoulement, là, c'est un mécanisme de défense. Donc, on est encore dans une compréhension de l'homme à travers des mécanismes. Un mécanisme de défense qui va nous faire oublier un événement sans même qu'on se rende compte qu'on l'a oublié. Donc, on va renvoyer ça dans l'inconscient. On ne peut pas subir, on ne pourrait pas recevoir cet événement-là, en prendre conscience pleinement, sans avoir un trop grand malaise ou se sentir trop déstabilisé. Donc, il y a un refoulement qui s'effectue. Comme, mettons, je sais pas, tu vas en camping, tu as une pulsion. Toi, mettons, moi, je me conçois comme un hétérosexuel, pas de pulsion homosexuelle, etc., un vrai gars, etc. Je m'en vais en camping. Là, j'ai une pulsion sexuelle pour un de mes amis, mettons. Ben, je pourrais la refouler puis jamais savoir que je l'ai eu. Mais, peut-être après, je vivrais de l'angoisse ou je ferais des rêves bizarres dont une interprétation sérieuse pourrait peut-être me faire voir que c'est ça que j'ai vécu. Parce que ce qu'on refoule dans l'inconscient tend à ressortir. Et puis, on peut dépenser beaucoup d'énergie à gérer justement nos pulsions, quoi. OK? Donc, évidemment, si on prend trop de refoulement, ben, ça peut faire des complexes parce que tous les événements vont se connecter ensemble puis vont créer, on pourrait dire, des grosses charges énergétiques là, qui peuvent mener à de l'angoisse, qui peuvent mener à des problèmes de santé mentale très graves, évidemment. OK, donc le complexe, c'est un groupe d'éléments représentatifs liés ensemble et chargés d'affect. Ça vient du passé, puis ça nous détermine. Donc, on ne peut pas complètement changer notre passé, mais on peut comme un peu désarticuler ces complexes-là par un travail sur soi. Puis on peut aussi, on pourrait dire, leur enlever leur énergie. Okay? Mais si par exemple quelqu'un a un complexe de castration, il a eu ça dans sa jeunesse, ce complexe-là, il peut être complètement éteint, mais il reste quand même qu'il y a des complexes qui ont structuré notre psyché lorsqu'on était tellement jeune que ça peut avoir, il y a des événements qui peuvent avoir eu des empreintes importantes, là, surtout si on s'en souvient plus, puis tout ça. Le préconscient, c'est ce qui ressort dans les rêves, dans les oublis, etc. C'est un peu moins intéressant, mais c'est le passage, là, un peu, mettons que vous avez fait de l'écriture mécanique, là. Vous pouvez faire ça ou vos rêves, là. Vous faites de l'écriture mécanique, vous faites juste des associations libres, vous vous laissez aller, bon. Puis là, vous écoutez, vous le lisez, vous allez peut-être voir des éléments qui veulent ressortir. Puis le moment entre le temps où c'est complètement inconscient, qu'on ignore complètement que ça existe, puis que c'est en train de devenir conscient, par exemple dans un rêve ou on se rend compte de certaines choses dans notre personnalité, bien là, ça passe par le préconscient. OK? Bon. Quand on veut comprendre le refoulement, on veut comprendre l'être humain, on doit comprendre une chose, c'est qu'il s'est passé quelque chose, évidemment, quand il y a eu un refoulement. C'est qu'il y avait le surmoi. Le surmoi, il surveille. Il y a une pulsion qui veut venir, une pulsion agressive ou une pulsion érotique. Ça veut remonter à la surface. Mais la façon qu'on a de se concevoir, par exemple, les aspirations morales ou esthétiques de la personne, c'est inconciliable avec ce désir-là. Alors, il y a des résistances. Les résistances empêchent la pulsion d'arriver à la conscience et donc on la refoule. Le refoulement les événements refoulés vont souvent se greffer les uns avec les autres puis vont créer des complexes à l'intérieur de l'âme qui vont devenir, au fond,
qui vont pouvoir déterminer un peu l'identité de la personne, ce qu'elle est. Donc, notre identité s'explique beaucoup à travers de ça et à travers ce qu'on a hérité du passé. La liberté, c'est de se libérer du passé psychique, de notre enfance, de la parole de nos parents, comment la parole de nos parents dans notre surmoi a pris une place importante. Devenir autonome, c'est ça, là. C'est la visée d'autonomie qu'on peut comprendre à travers de ça. De se faire, par exemple, son propre sens moral conscient pour ne pas être consciemment déterminé par notre surmoi, par exemple, qui produit des refoulements, puis accepter notre réalité pulsionnelle comme elle est. Beaucoup de gens souffrent d'un rapport qui est un rapport de suggestion à leur passé. Ils sont déterminés par leur passé. C'est comme si ils sont un peu les pantins du passé, puis ils ne parviennent pas à s'ouvrir vraiment au futur tel qu'ils le voudraient, parce que le passé les retient soit dans des deuils qu'ils n'ont pas faits. Il y a des charges d'amour et de haine, finalement, là, qui sont pas bien intégrées. Donc, ils peuvent avoir des effets sur le corps, évidemment, la maladie physique, là. OK? Donc, ils peuvent vivre de l'angoisse, de l'anxiété, etc. Bon, il y a plein de monde, là. Je veux dire, si vous vivez de l'anxiété dans la vie, de l'angoisse, vous n'êtes pas les seuls. Mais à un moment donné, il faut travailler sur soi aussi, là. Hein? Il ne faut pas attendre tout le temps de l'autre. Mais c'est difficile. C'est un travail qui est difficile. En tout cas, des fois, il faut aller chercher de l'aide aussi, là, évidemment. Quand on n'est pas bien, on va chercher de l'aide. Bon. Si on va chercher de l'aide chez un psychanalyste, par exemple, il va regarder, il va essayer de voir qu'est-ce qui sort dans l'inconscient et il va essayer de comprendre ce qui se passe en vous à travers. Vous allez lui parler, évidemment, puis vous allez être le co-constructeur de la compréhension de ce qui se passe en vous parce que c'est vos propres associations que vous avez faites, puis découvrir leur sens dans le rêve, etc. Puis souvent, c'est lié à la vie amoureuse. Donc, c'est souvent lié au développement psychosexuel. Puis là, vous avez vu dans votre manuel, là, sexuel au sens de Freud, c'est tout ce qui se procure de la jouissance physique. Donc, quand on parle du développement psychosexuel, c'est souvent lié, là, les problèmes à la vie sexuelle, mais sexuelle au sens large, c'est ce qui donne du plaisir. Donc, il y a des stades qui sont liés à des développements qui sont beaucoup plus importants que simplement la sexualité, là. Ça mène à avoir une sexualité puis une affectivité saine, le développement psychosexuel, mais c'est pas le développement de l'intelligence. Il faut comprendre que c'est deux types de développement qui sont quand même assez indépendants. C'était beaucoup étudié, le développement psychosexuel, là. Quoi qu'il en soit, Freud, lui, le disait en certaines phases, là, c'est un peu la base, mais on peut dire que il y a la phase orale, puis là, ben là, si on boit là, le plaisir de l'enfant est surtout dans la bouche. Et ben, il développe sa confiance, parce que quand il a faim, il a mal, etc., sa mère, elle vient dessus, tout ça. Puis ça, les gens qui n'ont pas confiance dans la vie, ça peut venir des blocages là, des événements qui sont. Puis c'est des événements que les gens ne se souviennent plus, là. Mais il y a pu avoir déjà à cette époque-là des enfants qui ont vécu beaucoup d'insécurité, là. Hein? Bon. Ensuite, anal, ben là, c'est là où on apprend un peu c'est quoi le moi, c'est-à-dire qu'est-ce qui est le non-moi, c'est le caca. On apprend la propreté, puis on apprend la rétention essentiellement. Donc, est-ce qu'on se retient, est-ce qu'on se retient pas assez? Donc là, c'est ça. Là. C'est vraiment là, c'est drôle, là, cette phase-là. Ça laisse une marque quand même sur les gens, là, assez clair. Les gens qui ont dit des personnalités anales. Là, bon, en tout cas. Mais, tu sais, extrême propreté, ou tu sais, pointilleux, ou bien l'amertume, ceux qui se retiennent pas assez, la violence sur la société. Il y a beaucoup de gens, là, ils sont prêts de se retenir. Donc, hein, ils n'ont pas. Le rapport entre le principe plaisir, principe réalité, là, il n'a pas été vraiment bien traité dans l'enfance. Puis, les marques que ça laisse. Puis, comment que ça peut rendre les gens un peu délirants, là. Tu sais, les gens qui veulent détruire la société, par exemple. Là, détruire les institutions, puis tout ça, puis leur discours, puis tout ça. Puis, des fois, en tout cas, c'est de l'agressivité mal retenue, là. OK? Bon. Il faut apprendre à se retenir. Bon. En tout cas, phallique, ça, c'est le complexe d'Oedipe. Là, c'est très important. C'est central. C'est comment on gère notre relation amour-haine avec nos parents. Fait que c'est la première relation amour-haine où là, l'enfant il est confronté à l'amour-haine de ses parents, à l'ambivalence qu'il a envers lui,
à l'amour pour en particulier le désir pour le parent du sexe opposé, le sentiment de rivalité, de compétition pour l'amour des parents. Ça se vit aussi avec les enfants. Là, il y a un autre complexe qui est lié à la relation avec les frères et les sœurs, pour l'amour des parents, etc., etc. Et ben ça, si c'est mal réglé, s'il y a un problème, là, les problèmes, il y en a longtemps. Okay? C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut régler dans la vie. Moi, j'en connais du monde qui n'ont pas réglé ça. Là, c'est évident. Okay? C'est évident comment ils reproduisent vraiment des relations qui étaient malsaines ou qui ne sont pas saines pour lui. Parce que normalement, dans le processus d'identification, il faut que tu finisses par t'identifier habituellement, dans la normalité, aux parents, mettons, de même sexe que toi, selon Freud, là, puis après ça, ben, tu acceptes aussi de renoncer à l'inceste avec ta mère. C'est comme ça que c'est supposé de... Si t'es un garçon, puis l'opposé avec la fille. Il faut renoncer à avoir des relations sexuelles avec le parent de sexe opposé, puis renoncer à l'agressivité. Mais c'est pas juste ça, parce qu'il y a de l'agressivité aussi pour les deux parents, etc. L'enfant, il est pas capable de tout gérer ça, là. Fait qu'il va refouler ça, puis c'est simplement à l'adolescence que les choses ressortent. Et c'est là que, disons, les problèmes arrivent, parce que de 5 à 13 ans, c'est une période latente. 14 à 21 ans, c'est là qu'on peut devenir mature en sexualité. Une sexualité mature, puis c'est lié à l'affectivité, puis c'est lié aussi à l'autonomie. Est-ce qu'on a une éthique autonome? Est-ce que tout baigne dans l'inconscient, quoi? C'est la maturité, c'est ça. C'est d'arriver finalement à pouvoir avoir un champ affectif qui est sain. Okay? Le moins fort, l'objectif de la psychanalyse, c'est la liberté. Donc, c'est de rendre le moi fort. C'est-à-dire d'être capable, dans le fond, d'être conscient. Le moi fort, c'est un moi d'abord qui est conscient de quoi? De ce qui peut le déterminer, de la réalité extérieure, de son champ pulsionnel. Ça, c'est absolument essentiel. Il y a son champ pulsionnel, il y a la réalité extérieure, puis il y a son surmoi aussi. C'est-à-dire sa propre moralité, si c'est conscient, ou son surmoi qui est inconscient. Aussitôt qu'on parvient à transmuer, dans le fond, nos désirs en réalité, là, ben ça va bien. Mais quand on y parvient jamais, on peut devenir rêveur, quoi. On peut commencer à fabuler. Des gens qui fabulent dans la société, vous n'avez pas besoin d'aller en chercher bien loin, là. Il y en a beaucoup. OK? Le moi fort, il n'aura pas à faire trop de refoulement, lui. OK? Puis, il va être clair, on pourrait dire, avec lui-même, je dirais ça, tu sais. Paul Ricoeur, il appelle ça la mémoire heureuse. Hein? On va arriver là un peu plus tard dans le cours, mais le travail fait sur soi, qui est un travail de deuil, puis qui est un travail de prise de conscience, c'est un travail de libération. Okay? La liberté comme telle, il va falloir qu'on réussisse à faire un comportement qui satisfait aux exigences du soi, du surmoi et de la réalité. Quand on réussit à concilier ça, ben on est content. Pour Freud. Maintenant, quand c'est dans l'inconscient, puis que c'est l'inconscient qui nous domine, ben là, on a moins de force sur le désir. On ne peut pas le condamner consciemment, le désir. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas comme tel conscient. Il faut qu'il soit conscient pour qu'on puisse dire, voyons donc, tu as un désir complètement saugrenu pour, mettons, l'ami de ton chum ou l'ami de ta blonde. Bon. Puis tu es en couple, puis tout ça. Si au moins tu reconnais ta pulsion, tu peux la condamner et dire non, c'est pas ça que je veux, tu prends un contrôle. Mais si tu sais même pas que tu l'as eu, puis là, ben, ça déclenche un peu ça peut déclencher de l'agressivité. Parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais les pulsions, là, c'est un vase communicant. Pulsion érotique, pulsion agressive, là, c'est des vases communicants. C'est-à-dire que si tu es toujours frustré dans ton éros, tu vas développer de l'agressivité. Et c'est pour ça que Freud avait prédit la guerre. Okay? Donc, c'est beaucoup plus dangereux, dans le fond, des sociétés répressives. Okay? Freud, c'est ce qu'il dit. Les sociétés très répressives en matière de sexualité et en matière de pulsion sont des sociétés plus violentes. Parce que les gens ont besoin de se défouler. Puis leur pulsion, qui aurait pu être érotique, se transforme en pulsion agressive. Puis ils vont se trouver des raisons de faire la guerre, là.
s'ils sont frustrés, ou de se battre, ou de se... Bon, en tout cas. Si l'homme veut se libérer, il doit devenir plus conscient, il doit être en mesure de décider par lui-même. Okay? Là, il y a des petites techniques. Là, je sais que mon vidéo il est un peu long, mais je vais en parler un petit peu. Je vais essayer de finir dans mes 50 minutes. Là. C'est ce que j'essaie de faire. Quand on veut être libre, donc, on doit devenir conscient, on doit pas, et là, excusez-moi, c'est un terme psychologique qui est très laid, mais bon, on ne doit pas être agi par son inconscient, être agi par ses pulsions, mais on doit agir, c'est-à-dire que ça doit venir d'une intention réfléchie. Okay? Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut développer un sens moral autonome où on est clairement conscient des idéaux qui sont réfléchis, qui sont conscients, qui sont clairs. Puis on a pu les travailler, ces idéaux-là, pour voir si on est en accord vraiment avec eux. On n'est pas déterminé juste par les idées de la société, puis de nos parents, etc., puis ce qu'on voit dans la publicité, mettons. Puis, on doit avoir aussi être conscient de notre champ pulsionnel pour ne pas le nier. On ne peut pas nier notre champ pulsionnel. Okay? Mais mettons que nos pulsions sont là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut les supprimer? Ben, on ne peut pas les supprimer complètement, là. Les pulsions agressives et les pulsions érotiques, on ne peut pas les supprimer. Ils font partie de la nature humaine, c'est ça qu'on est à l'origine. Fait qu'il faut apprendre à les gérer. Toute la gestion, la liberté, pour Freud, c'est presque, ça l'équivaut quasiment à une saine gestion de nos pulsions. Hein? Qu'est-ce qu'on peut faire dans la gestion de nos pulsions? Est-ce qu'on peut les supprimer? Ben, on peut supprimer certains refoulements par une suppression par la réflexion. Quelqu'un t'énerve, je sais pas, moi je fais du vélo de montagne, là. Puis là, hier, je m'en vais en vélo de montagne, puis là, je suis en vélo de montagne, puis là, je roule en vélo de montagne. Puis là, il y a du monde dans la piste, puis là, il me voit arriver. Puis là, ben moi, je descends une côte, là, tu sais, il faudrait qu'il se tasse de la piste, là, il me voit. Puis il reste dans la piste, puis il bouge pas, puis il me regarde. Puis là, moi, je perds tout mon élan, là. Là, je m'arrête, pas le choix. Je m'arrête, puis il y a d'autres qui passent, mais tu sais, ils me voyaient venir, là, sont à pied, là, pas super compliqué. En tout cas, je suis un peu comme... Je suis un peu fâché, j'ai une pulsion agressive. Dans le fond, si je me laissais aller et je n'étais pas civilisé, je leur sauterais dans la face. non, mais je veux dire, la pulsion agressive, là, j'en suis conscient, mais je peux vraiment facilement la réprimer par la réflexion de hey, calme tes nerfs, là, bonhomme. Là. Moi, je me dis ça en moi. C'est niaiseux, ils ne sont pas tassés de la piste. Gâche pas ta journée pour ça. Fini. J'ai plus d'agressivité. Je me dis, bon, ok, alors, me laisse pas dominer par ça, là, quand même. Bon. Ou, à un moment donné, je sais pas, moi, t'es dans le désir, hein, t'es nu avec ta blonde, puis ouh, là, ça te tente d'avoir, mettons, une relation sexuelle, par exemple. Puis elle, ça ne tente pas. Bon, ben, coudonc. Le consentement. Il faut que tu aies une éthique. Pourquoi il y a tant de culture du viol puis le viol? Parce qu'il y a du monde qui sont pas capables de se réprimer. Ils sont pas capables de se contrôler. Mais ça fait une trop grosse charge agressive. Il faut contrôler sa charge agressive. Mais là, si tu dis, bon, OK, elle veut pas, ça marche pas, là. Fini. C'est correct, je renonce. Je le remets plus tard. Ça, c'est un moi fort. Hein, capable de faire ça. De pas rester avec une frustration, mais là, tu veux pas te l'avouer, fait que là, tu refoules, puis là, tu te sens tout croche après, puis t'es comme un, puis après, t'as le goût d'être agressif avec, puis là, c'est le jeu de l'agression. Vous comprenez? Fait que c'est possible de condamner comme ça. Freud va dire, ramène la fonction sexuelle à son véritable objet, sa meilleure façon. Donc, Freud, c'est un libéral en matière de sexualité. Trouve faux avoir une sexualité satisfaisante, mature, épanouissante. C'était le premier à dire ça. Freud, écoute, c'est incroyable c'était révolutionnaire. Là, ça l'a amené. Freud, c'est accepté qu'il a été une des grandes causes de la révolution sexuelle. Hein, parce qu'il a quand même dit des choses comme ça, puis dévoiler des choses comme ça. Mais une sexualité satisfaisante, l'épanouissement sexuel, je veux dire, c'est quelque chose d'important pour le bien-être, dans un certain sens. Okay? Puis c'est lié à la capacité d'être touché, donc à l'affectivité. Puis c'est lié à la façon aussi qu'on a de gérer nos pulsions. Donc, nos pulsions agressives puis nos pulsions amoureuses. On peut aussi faire du déplacement, je ne l'ai pas dit, mais mettons ta pulsion agressive. Moi, quand j'étais adolescent, j'avais une grosse pulsion agressive. Bon.
Ben, j'allais fendre du bois, je travaillais dans une ferme, ben, j'en dépensais de l'énergie, puis je ressortais de là, puis j'étais bien, tu sais, parce que j'avais dépensé mon énergie. Au lieu d'être colérique, parce que j'ai eu à gérer ma colère, moi je ne suis plus colérique du tout, ça dit en passant, tellement pas colérique, mais j'ai eu à apprendre à gérer ma colère. Puis ça, ben, c'est ça, c'est apprendre à gérer nos pulsions. Si t'es colérique pour être contrôler ta colère, écoute, domine-toi, mon ami, là. Tu sais, moi j'en connais du monde qui sont colériques, là, ils pognent des colères, ils s'engueulent pour des niaiseries, là. Moi, moi, on peut pas être comme ça avec moi, hein? Comme décharger son agressivité, là. Non, apprends à contrôler. Puis ça, c'est une sorte de maturité de base, là. Okay? Bon, après sublimation dans l'art, mais mettons que tu as une pulsion, pis là, oh, mettons que les poètes, là, tu sais, leur muse, là, oh, il y a une grosse pulsion, parce que c'est l'amour, là. Fait que l'amour, ça te donne le goût de créer, là. Hein? Puis là, ben, tu sublimes dans l'art, tu fais de la musique, l'art, ça permet de sublimer les passions, c'est extraordinaire. Puis, Freud dit, ben, dans le fond, toute la civilisation, c'est un mouvement de sublimation des pulsions, qui est la force de vie, là. Et c'est quelque chose qui est très sain, la sublimation, mais pas tout le temps. Tu sais, il était pas. Il disait, hey, les prêtres catholiques, là, ils pouvaient pas sublimer tout le temps, là, à un moment donné. Ça créait beaucoup de frustration. Puis on a vu toutes les déviances que ça a mené aussi. Déviances sexuelles, n'est-ce pas? C'est assez connu. Bon. La civilisation elle-même, okay, elle est là pour assurer un certain renoncement pulsionnel. Donc, si les êtres humains, on l'a vu à l'origine de l'humanité, c'était la loi du plus fort. Okay? S'il n'y avait pas une œuvre civilisatrice, on reviendrait à la loi du plus fort. C'est quoi un homme qui domine un clan? Ça ne marche plus, là. Ça marche plus. Donc, il faut que les gens deviennent autonomes dans leur éthique. Bon. Donc, et ça suppose qu'on a à l'origine là, un développement psychosexuel qui nous permet, si on peut dire, d'en arriver là, mais ça se fait à la petite enfance et avec les parents, etc. Mais la civilisation, même si on avait la meilleure éducation possible par rapport aux pulsions, jamais on pourrait enlever les pulsions de l'homme. Hein? C'est pas possible. L'homme est un être de pulsion. Okay? Mais si on veut une bonne civilisation, ben la civilisation devrait consciemment viser à développer un moi conscient et fort. Un moi fort. C'est-à-dire un moi capable de bien gérer ses pulsions, lucide, capable de faire ses deuils, les deuils des objets d'amour et de haine. Bon. Puis de bien les gérer, puis d'arriver à une maturité sexuelle, donc être capable de jouir, etc., de la vie. Parce que la maturité sexuelle, ça lui permet de jouir de la vie, pas juste. Comme je vous dis, la sexualité, c'est tout ce qui procure de la jouissance. Donc, oui, la sexualité génitale est très importante, là, mais je veux dire. En tout cas, la civilisation est là pour éduquer un certain renoncement aux instincts. Bon. Puis, ben, la civilisation, parce que là, ça nous demande un sacrifice. Fait que ce sacrifice-là, ben, en échange, elle va nous donner une satisfaction narcissique, c'est-à-dire qu'elle va nous féliciter. Par exemple, si vous renoncez beaucoup à vos pulsions, là, vous pouvez accomplir des choses. Par exemple, si vous voulez avoir un bon travail dans la vie, vous n'avez pas le choix de renoncer un peu à vos pulsions. Là. Vous ne pouvez pas juste agir sous le mode du principe plaisir. Au cégep, là, il y a plein d'étudiants, eux autres, le seul principe qu'ils connaissent, c'est le principe plaisir. Tu sais, puis ben, ils ne passent pas. La vie, c'est pas de même. Mais tu sais, il y a bien des jeunes à 18, 19 ans, 17 ans, les adolescents sont beaucoup sur le principe plaisir parce que il faut là que leur développement psychosexuel les amène à la maturité, puis qu'ils soient capables de remettre le plaisir à plus tard, puis de gérer en fonction du principe réalité aussi. Donc, et là, ben, il faut faire un sacrifice pulsionnel là-dedans. OK? Et pour Freud, c'est tout un jeu d'équilibre. Parce que si jamais là, tu contrôles trop ton champ pulsionnel, tu réfrènes trop, puis tu es trop dans le fond, tu te demandes trop de sacrifices quant à ton plaisir, tu seras plus heureux dans la vie. Puis qu'est-ce que ça va faire? C'est que tu vas devenir agressif. Fait que faut absolument pas trop réprimer les pulsions comme faisaient les catholiques. Puis Freud, il a montré que si on réfrène beaucoup les pulsions dans une société, la sexualité, l'éros en particulier,
en contrôlant la sexualité, on a des sociétés belliqueuses. Puis vous pouvez faire le test aujourd'hui, regardez les sociétés où il y a une répression sexuelle de la femme, habituellement, évidemment, où on contrôle, la sexualité est chargée de tabous, etc., où il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas accès à une vie sexuelle parce qu'ils ne sont pas mariés, parce qu'ils n'ont pas d'argent, etc. C'est des sociétés qui sont belliqueuses, qui sont violentes. Donc, réprimer trop la pulsion en nous érotique, c'est une bonne façon, dans un certain sens, d'être malheureux, puis même d'avoir des sociétés violentes et instables. Mais si on ne réprime pas assez, ben là, il va y avoir trop d'expressions pulsionnelles, qui peuvent être des expressions pulsionnelles de destruction, comme dans les foules où les gens sont supposés de manifester pour quelque chose, puis ils finissent par tout casser, là. Hein? Bon, explosion pulsionnelle, hein? Bon. Donc, puis c'est toujours fragile, c'est toujours difficile pour les États. Là. Seigneur, il faut que les États... Oh, là, c'est un peu long. Éthique, religion, spiritualité. Freud est un penseur du soupçon. On pourrait mettre en opposition Freud et un autre psychanalyste qui s'appelle Carl Gustav Jung, qui est extrêmement intéressant, qui lui n'était pas un matérialiste. Il croyait en Dieu, si on peut dire. Il croyait que la vie psychique inconsciente était la manifestation aussi d'une forme d'appel à la spiritualité. Et c'était un grand disciple de Freud au début, mais ils sont un peu brouillés à cause de ça. Tout ça à cause de l'interprétation des rêves, hein, sans le penser, parce que l'interprétation des rêves, là, chez Freud, pour Freud, vous l'avez vu dans votre manuel, hein, c'est juste l'expression d'un désir. Et Freud va interpréter les rêves d'un point de vue matérialiste, on peut dire. Hein? Une pulsion, un désir, une satisfaction, etc. Là, comme si on était des animaux purement et simplement. Et qu'on n'avait pas un appel à la spiritualité. Jung croit que le rêve nous permet d'accéder à un inconscient collectif, où on peut recevoir une forme d'appel, une forme d'aide, comme on retrouvait dans les religions, à travers le rêve, mais à travers aussi l'exploration de l'inconscient, on rentre dans un processus qu'on appelle le processus d'individuation, où on se déploie spirituellement. Chez Freud, il n'y a pas tout à fait de cette idée-là de spiritualité, sinon une spiritualité absolument laïque, de lucidité, de contrôle, presque aristocratique, de contrôle de soi, de fierté, de domination, etc. Donc, on n'est pas trop loin de Descartes, là, hein? Le contrôle sur soi, la domination de la nature en soi, à travers la compréhension des mécanismes qui nous déterminent. Donc, c'est ça. Et puis, l'éthique devrait, c'est une éthique libérale qui découle de ça, ça devrait être simplement d'assurer les droits de chacun, l'éthique. Donc, il y a pas, on exclut de l'éthique chez Freud une conception de l'homme comme étant posé par un dieu dans un univers, etc., là, et ayant un sens à sa vie prédéterminé dans la relation avec ce dieu-là. Qui est quand même une théorie philosophique très importante. Là. C'est possible. Hein? Il n'y a personne qui a prouvé qu'il n'y avait pas de Dieu, ni personne qui a prouvé. Donc, c'est deux hypothèses qui se valent et peut-être, en tout cas, ça dépend des gens, mais on peut croire qu'il n'y a pas juste de la matière dans la vie. Mais Freud, lui, c'est quand même un matérialiste, comme Marx, comme Nietzsche. Au fond, il faut tout simplement se protéger des pulsions, et c'est ça un peu le sens de la vie, puis trouver la satisfaction du plaisir en respectant le principe réalité. Donc, on recherche le plaisir, on est des êtres qui aimons le plaisir, et pour ça, pour assurer le plaisir un peu du plus grand nombre, il faut assurer un juste refoulement ou réfrénement des pulsions. Et l'homme, son projet, s'il veut être libre, c'est probablement de devenir libre de ce qui se passe en lui, quoi, de comment il peut être esclave du passé, esclave dans le fond, des charges d'amour et de haine qu'il a accordées à certaines personnes ou à certains événements ou à lui-même, etc., tout le rapport à lui. Puis, bref, tout ça mène à un processus de définition de l'idéal de soi qui est assez intéressant. Freud, c'est un penseur intéressant, un penseur important. J'espère que vous avez apprécié ce cours. Puis, on va s'en reparler.